Bonjour à tous. Merci pour votre accueil. Vous m'entendez? C'est bon? Merci pour votre accueil. Bravo pour tout ce que vous faites. Vous êtes un exemple quant à l'organisation de la recherche en psychiatrie à un échelon territorial. Le Conseil régional doit avoir conscience de la chance qu'il a d'avoir des professionnels et une association de cette qualité, de ce dynamisme. Pierre Thomas essaie de faire que partout en France, ça se passe de la même façon. Ce n'est pas si simple que ça. Donc, vous m'avez proposé de parler de prévention, et même le titre qu'on m'a suggéré, c'était « A-t-on encore besoin de travaux pour prouver l'utilité de la prévention en psychiatrie ?» Quand on demande à un professionnel de santé publique s'il a assez de travaux pour prouver quelque chose, il dit toujours non. Il a toujours besoin de faire de nouvelles études. Mais il ne se rend pas compte que ça coûte de l'argent et qu'on peut mettre de l'argent ailleurs aussi que dans les études et dans les actions de prévention elles-mêmes. Donc, du coup, ça vaut le coup de se poser la question. Alors, d'abord, la prévention. Alors, on dit toujours il vaut mieux prévenir que guérir. Et on a beau avoir un esprit critique très développé, c'est difficile de trouver un argument qui va contre. Guérir une maladie, ça veut dire qu'il y a un malade, ça veut dire qu'il souffre, et c'est pas bien. Prévenir, ça veut dire qu'il n'y aura pas eu de souffrance, et donc que c'est mieux. Alors, sauf que c'est pas si simple. Alors, bien sûr, ça a été dit en France, on dit traditionnellement qu'on n'est pas bon pour la prévention. Que c'est plutôt les pays anglo-saxons d'Europe du Nord qui sont bons parce que peut-être la culture protestante, peut-être le sens du collectif, etc. Et que donc on se lamente en France en disant qu'on n'est pas bon et que ça va changer. Ça fait 20, 30, 40 ans qu'on se lamente comme ça. Et donc du coup, si ça ne change pas, c'est peut-être qu'il y a une raison profonde qui fait que où on n'a pas envie, ou alors que c'est vraiment plus compliqué. Et d'ailleurs, vous savez peut-être pas que dans le canton de Berne, en Suisse, en ce moment, on envisage de supprimer le dépistage du cancer du sein par mammographie. Pourquoi? Parce que, d'abord, il y a peu de femmes qui se font dépister, et puis celles qui se font dépister, c'est les plus riches. Et ça, c'est un truc général. La prévention, souvent, ça augmente les inégalités sociales de santé. Ah. Alors, et puis en plus, on dépiste des cancers du sein, mais vous savez qu'on peut avoir un cancer du sein de 1-2 cm de diamètre, un vrai cancer du sein, qui va régresser spontanément ou en tout cas par l'effet de votre système immunitaire. Et donc, si on traite toutes les tumeurs mammaires malignes, on va traiter à tort des femmes par chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Alors, bien sûr, on va en sauver beaucoup, mais on va en traiter à tort d'autres. La balance entre les deux, elle n'est pas complètement évidente. Et d'ailleurs, vous savez que la vraie question aujourd'hui, ce n'est pas s'il faut dépister le cancer du sein, c'est comment il faut le faire, quelle femme, à quelle fréquence. Et on n'a pas vraiment de réponse à cette question. Donc bon, voilà. Alors là, c'est la psychiatrie. Peut-être que c'est même pas aussi simple que le cancer du sein. Alors c'est pour ça, d'abord, il va falloir mettre à plat les mots. D'abord, prévention, ça veut dire plein de choses. Et d'ailleurs, c'est curieux que ça veuille dire autant de choses différentes. Pierre Thomas l'a dit tout à l'heure, traditionnellement, on dit qu'il y a une prévention primaire, secondaire et tertiaire. Quand on augmente le prix du paquet de cigarettes, globalement, les gens fument moins. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est bien d'augmenter le prix du paquet de cigarettes. On appelle ça de la prévention primaire. Voilà, ça, c'est pour éviter que des gens deviennent malades. La prévention secondaire, c'est éviter que des petites maladies deviennent des grandes maladies. C'est le dépistage par mammographie. C'est, dans le domaine de la psychiatrie, l'idée qui est drôlement importante aujourd'hui que si l'on arrivait à trouver les adolescents qui ont des premiers symptômes de schizophrénie, alors en les traitant dès ce stade-là, peut-être qu'ils ne basculeraient pas dans la maladie. Ça, c'est secondaire. Et puis tertiaire, c'est éviter les rechutes. Donc, il y a un trouble bipolaire, une schizophrénie, c'est des maladies où il y a des accès. On en a eu un et on souhaite tout faire pour que le patient n'en ait pas de nouveau. Donc, vous voyez déjà, c'est des phénomènes, enfin, c'est des actions de santé publique qui n'ont rien à voir. Et puis, il y a même des professionnels de santé publique qui disent il y a des préventions universelles, augmenter le prix du tabac. Il y a des préventions sélectives,
Le tabagisme des adolescents, ce n'est pas la même chose que de prévenir le tabac en général, hein, s'occuper des adolescents. Il y a des préventions ciblées, par exemple, lutter contre les échanges de seringues entre toxicomanes. C'est-à-dire non seulement c'est chez les toxicomanes, mais en plus c'est sur un facteur de risque bien précis. Et puis il y a même une forme de prévention qu'on appelle la promotion de la santé, qui est une espèce de prévention positive. Par exemple, il faut manger 5 fruits et légumes tous les jours. Alors pourquoi ? Parce que c'est bien pour la santé. Alors, plus précisément, en fait, c'est compliqué. C'est que globalement, c'est susceptible de diminuer l'incidence des cancers. Et puis, quand vous mangez des fruits et légumes, ça va vous pousser à avoir une vie saine et donc à faire du sport. Et donc, le sport, c'est bien, et etc. Mais vous voyez, ce n'est pas vraiment pour agir sur quelque chose. Manger des fruits et légumes, c'est bien. Mais bon, si vous fumez, il vaut quand même mieux arrêter de fumer, hein. Alors là se pose une question du coup, c'est est-ce que la prévention, c'est de la médecine ? Eh bien, figurez-vous que tout le monde n'est pas d'accord pour répondre à cette question. Alors pourtant, dans les définitions traditionnelles de la médecine, il y a l'art de prévenir, de diagnostiquer et de traiter les maladies. Donc prévenir. Donc si la prévention, c'est dans la définition de la médecine, donc ça appartient aux médecins. Mais ça, c'est les définitions académiques de la médecine. La plus belle définition de la médecine, c'est celle d'Hippocrate, donc elle a 2500 ans. C'est la médecine, c'est écarter la souffrance des malades et diminuer la violence des maladies. C'est vrai que c'est ça, mais vous voyez là-dedans, il n'y a pas vraiment de prévention, hein. Alors, d'ailleurs, moi j'entends beaucoup de médecins généralistes dire « c'est pas mon boulot de dire aux gens qu'il faut qu'ils arrêtent de fumer ». Voilà, je n'ai pas à faire la morale aux gens. D'abord, je leur dis c'est pas bien de fumer, ils sont tous au courant que c'est pas bien de fumer. Donc, et alors ? Et puis même, de quel droit je vais utiliser mon autorité de médecin pour dire aux gens quel mode de vie ils doivent avoir ? Ben, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et en psychiatrie, vous imaginez que c'est encore plus sensible. Et d'ailleurs, moi, je considère que dans mon activité clinique, d'abord, j'ai tellement de choses à faire. Vous savez, il y a entre 6 mois et 1 an d'attente aux consultations de pédopsychiatres. On a une demi-heure par patient. S'il faut encore en plus faire de la prévention, on ne va pas s'en sortir, hein. Donc, je ne fais pas de prévention au sens où vous l'entendez dans le titre de ce colloque. Par contre, ce que je fais, c'est d'essayer de rendre mes patients libres de leur choix. Alors, le cannabis, pour un pédopsychiatre, le cannabis, c'est un problème de tous les jours. Je n'ai jamais dit à un patient que fumer du cannabis, c'est mal. Ça ne me viendrait même pas à l'esprit. Par contre, ce que je leur dis souvent, c'est « Tiens, est-ce que tu sais que fumer un joint, en fait, c'est équivalent à boire une bouteille de vin ?» Et donc, or, pour un adolescent, fumer un joint, dans son imaginaire, c'est pas du tout comme boire une bouteille de vin. Mais donc, c'est pour dire, en fait, oui, bah, tu sais, moi, je bois du vin, toi, tu fumes du cannabis, mais bon, une bouteille de vin par jour, ça commence à faire, quoi. Donc, voilà, c'est réfléchis et agis en fonction de ce que tu penses vouloir faire de ta vie. Donc, alors, vous me direz, ça, c'est de la prévention. Non, pour moi, c'est de la clinique. C'est de la clinique. Et là, c'est que je pense qu'il y a une autre expression de la différence dans ce qu'est une prévention. Je pense que la prévention, dans le cadre de la relation médecin-malade, ça n'a rien à voir avec la prévention dans le cadre d'une action collective de santé publique. Voilà, ça n'a rien à voir. Et vous allez le voir, dans le domaine de la psychiatrie, eh bien, cette différence est encore plus importante. Alors, pourquoi ça n'a rien à voir ? Parce que dans le cadre de la relation médecin-malade, le patient, celui qui reçoit le message de prévention, il peut réagir. Et il peut vous dire, mais d'abord, de quel droit vous me dites ça ? Et puis d'abord, moi, j'ai envie de boire. Et puis d'abord, je fais ce que je veux. Et là, on peut répondre, mais bien sûr, mais est-ce que vous faites vraiment ce que vous voulez ? Et ça, c'est une question compliquée dans la vie. Est-ce qu'on fait vraiment ce qu'on veut ? En particulier pour l'alcool. Mais en fait, dès qu'on est face à face et qu'on sait qu'on est pareil tous les deux, et que je lui dis, mais est-ce que tu fais vraiment ce que tu veux ? Eh bien, il dit, ben, peut-être, peut-être pas, non, c'est vrai, d'accord, ben voilà. Mais dans une action collective de prévention, on ne peut pas faire ça.
C'est un message beaucoup plus homogène. Alors, d'autant plus que ces actions collectives de prévention, elles peuvent faire du mal. Et en fait, ça, on l'oublie. On a l'impression que prévenir, ça ne fait pas de mal. Alors, j'ai déjà glissé le truc sur le cancer du sein, mais il y a un doute. Et en fait, moi, je conseille aux femmes, à partir de 50 ans, de dépister le cancer du sein. De mon point de vue, les données de la littérature sont quand même plutôt en faveur de ça. Néanmoins, il y a d'autres pathologies où ça a posé problème. Le cancer de la prostate. On a enlevé des prostates à des milliers d'hommes en France. On les a rendus impuissants et ou incontinents pour rien. Pour rien. Parce qu'en fait, le cancer de la prostate, alors on a fait des études chez des gens qui mouraient d'un accident de la route, on fait des biopsies de prostate et on trouve des cancers de la prostate en plein d'hommes qui sont en bonne santé. À 40 ans, il semblerait que 40% des prostates ont des cellules cancéreuses. À 80 ans, 80% des prostates ont des cellules cancéreuses. Mais on ne sait pas si ces cellules vont rester cancéreuses tout le temps et puis voilà. Et puis le patient va mourir d'autre chose. Ou alors si le cancer va exploser, métastaser et le patient va souffrir et mourir de son cancer. On ne sait pas encore quel cancer devrait être traité. Et donc aujourd'hui, vous savez, dans tous les pays, on déconseille de faire un dépistage du cancer de la prostate par dosage des PSA. Alors que pendant des années, on l'a fait. Et ce qui était terrible, c'est que les gens étaient rendus impuissants et incontinents, mais on leur disait qu'on leur avait sauvé la vie. Et donc tout le monde était content, sauf la sécurité sociale. Donc la prostate, la thyroïde, vous savez qu'il y a eu une étude qui a été faite par le Centre international de recherche sur le cancer. 250 000 personnes ont été thyroïdectomisées et irradiées à tort. En particulier en Corée du Sud. Alors pour une raison très particulière qu'on n'imagine pas, c'est que, vous savez, comme on a peur des centrales nucléaires, et on a raison d'avoir peur des centrales nucléaires, il n'y a pas de souci, mais comme on a peur des radiations, et les radiations se fixent sur la thyroïde, et donc on s'est dit, peut-être qu'on est en train de passer à côté de cancer de la thyroïde, donc on va les dépister, et on va traiter les gens, parce que quand on traite un petit cancer de la thyroïde, ça va mieux. Sauf qu'on a appliqué comme traitement au cancer que l'on dépistait les mêmes traitements que l'on propose au cancer que l'on diagnostique quand un patient vient consulter parce qu'il a l'impression qu'il se passe un truc bizarre au niveau de sa thyroïde. Or, en fait, rien ne dit que les deux situations sont comparables. C'est parce que si vous venez consulter ou si votre médecin vous dit « Tiens, quand même là, j'ai l'impression que vous avez un goitre ou un truc, on va faire une écho. » Vous voyez, il y a une crainte a priori qui a été détectée. Et ça, c'est un signe qui veut dire que s'il y a un cancer derrière, alors potentiellement, il est susceptible d'être un peu grave. Alors que si on dépiste systématiquement, on prend toutes les tumeurs cancéreuses sans signe d'appel, en fait. Et rien ne dit que le traitement de l'un doit être le même que le traitement de l'autre. Et bien sûr, pour la psychiatrie, la même question va se poser tout à l'heure. Mais j'aime bien ramener toujours à des pathologies non psychiatriques, ça permet de voir qu'en fait, ce n'est pas si différent que ça. Donc du coup, la prévention collective, c'est pas si simple. Voilà, c'est pas si simple. Et pour la prostate aujourd'hui, on ne sait pas comment prévenir le cancer de la prostate. Et c'est ça qu'on dit, on ne sait pas. Et pour la thyroïde, on sait qu'on a mal fait. Et pour la prostate aussi. Alors, ok, donc venons à la psychiatrie. Donc vous allez me dire, oui, mais la psychiatrie, c'est pas pareil. On n'irradie pas les gens, on ne fait pas de chirurgie. Donc il n'y a pas de raison que la prévention des maladies mentales, ça pose des problèmes éthiques. Alors, premier point, les soignants n'imaginent jamais qu'ils peuvent faire du mal à leurs patients. C'est quelque chose de très classique et c'est normal si vous voulez. Leur boulot, c'est de soigner les gens. Donc ils vont proposer des traitements et donc il faut qu'ils soient intimement persuadés que le traitement marche bien parce que le patient le ressent. Et du coup, le patient va mieux quand il voit que son médecin est persuadé que le traitement va faire du bien. Donc si vous pensez que vous pouvez faire du mal, alors vous êtes pris en porte-à-faux dans votre position de soignant.
Et on le sait d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des scandales de santé publique sur les effets indésirables des médicaments. Les médecins ne voient pas les effets indésirables des médicaments. Quiconque a déjà pris des médicaments dans la salle est au courant que c'est comme ça que ça se passe. Et donc, on a l'impression que prévenir, a priori, ça ne va pas faire de mal, parce qu'en général, on ne voit pas que ça peut faire du mal. Bon. Alors, au-delà de ça, quand même, la prévention de la schizophrénie, ça peut passer par prescrire des antipsychotiques dans des situations où on n'a pas encore la pathologie. Prescrire des antipsychotiques, ce n'est pas complètement anodin. D'abord, on n'est pas forcément super fluide dans sa tête, hein, c'est pas encore l'idéal à ce niveau-là, et puis ça fait grossir en général beaucoup, et donc ça peut provoquer un syndrome métabolique, c'est-à-dire un risque d'infarctus du myocarde et tout ça. Donc il faut faire un peu attention aux médicaments qu'on prescrit, et surtout quand on envisage de les prescrire un peu largamanu. Alors vous me direz, ça c'est les médicaments, mais en général c'est pas des médicaments. Et puis même dans la prévention précoce de la schizophrénie, on pourrait envisager, et on envisage, des soins non médicamenteux. Et les soins non médicamenteux, ça peut pas faire de mal. Oui à non, ça dépend. Moi je demande à voir. Hein. Vous savez, les psychothérapies, ça a des effets indésirables. C'est connu. Il y a des couples qui se défont après les psychothérapies et après on le regrette, et etc. Donc une psychothérapie peut avoir des effets indésirables. Et puis l'effet indésirable massif de l'éventuel dépistage à tort de troubles mentaux, c'est l'étiquetage, la stigmatisation dont on parlait tout à l'heure. Alors vous me direz, oui, mais on va bien le faire, c'est-à-dire, ce qu'on envisage, c'est de faire donner des questionnaires, et puis les parents vont cocher des cases, et puis si on a plus de cases cochées que 10 ou 15, alors on va aller voir quelqu'un et qui va dire, ah ben non, mais rassurez-vous, en fait, dans ce cas-là, a priori, rien du tout, vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a pas de souci. Sauf que quand vous avez coché un questionnaire et qu'on vous a dit « Ah tiens, c'est bizarre, votre enfant, peut-être qu'il peut avoir quelque chose », ça va rester dans votre tête toute la vie. Et vous imaginez pas à quel point ce que l'on dit à propos du fonctionnement psychique des enfants, ça a un impact sur l'image que se font les parents de leur enfant. Le truc le plus classique, c'est un QI. Il suffit de dire qu'un enfant a un QI à 80, c'est-à-dire en dessous de 100, pour que tout le monde le voit comme un retard mental. C'est pour ça que donner un résultat de QI, c'est quelque chose de très sensible, en fait, de très sensible. Et donc dire, dans le cadre d'une campagne de dépistage des troubles du spectre autistique, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un professionnel de santé parce que nous avons pu voir que, je vous promets que 15 ans après, quand l'adolescent commence à mettre le bazar à table, on lui dit d'abord, j'en étais sûr, toi t'es barge, on avait rempli le questionnaire, etc. Ou alors, un jour, vous vous chamaillez avec votre épouse et elle vous dit, mais d'abord, ta mère me l'a dit, quand tu étais petit, tu as passé le questionnaire et en fait, tu es un peu autiste et d'ailleurs, je le vois et voilà quoi. Alors, vous me direz, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, peut-être, mais c'est à balancer avec le bien qu'on peut faire. Il faut toujours penser le bien qu'on peut faire et le mal qu'on peut faire. Et le mal qu'on peut faire, là, il est compliqué. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a en plus en psychiatrie ? Quand même, il faut le dire, il y a la peur d'une normalisation des comportements. Parce que, en fait, prévenir les troubles psychiatriques, ça veut dire, pour moi, la vraie prévention, c'est la prévention primaire. Hein. C'est-à-dire, c'est agir avant qu'il y ait la maladie. Ou alors au moment où elle est un tout petit peu là. Un tout petit peu là. Donc, faire ça, ça veut dire repérer des enfants ou des adolescents qui sont un tout petit peu bizarres. C'est ça que ça veut dire. Et leur proposer un soin. Mais oui, mais ça commence à poser problème. C'est que si on prend en charge tous les gens qui sont un petit peu bizarres, ça ne veut pas dire n'importe quoi en termes de fonctionnement d'une société. Et alors, figurez-vous que... Alors, c'est une vieille histoire, hein, c'est une vieille histoire, Foucault et compagnie. Alors, néanmoins, en ce moment, on observe quelque chose de particulier et de sûrement propre à ce 21e siècle, qui
qui a à voir avec la santé mentale d'ailleurs, et je trouve ça très bien que vous ayez intitulé votre colloque « Prévention des troubles psychiatriques » et pas « Prévention des problèmes de santé mentale », puisque vous savez que la santé, c'est le bien-être, etc. On y reviendra dans 5 minutes. Il y a un bouquin qui vient de sortir sur la happycracy, qui dit que... Alors, le bouquin est discutable, c'est écrit par des gens qui ont des idées politiques très arrêtées, mais néanmoins, ce qu'il y a derrière est pas mal. L'idée, c'est qu'on vit dans une société où il faut être bien, où tout le monde sourit, et où... Alors, l'idée des auteurs, c'est qu'en fait, c'est le grand capital qui s'est servi de ça pour faire passer plein de pilules sans que les gens s'en rendent compte. Par exemple, avant, on disait... eh bien, il faut que le travail asservit l'individu, le travail donne de la souffrance, il faut changer le travail pour que les gens soient heureux. Et maintenant, on dit plutôt, il faut que les gens soient heureux. Quand ils sont heureux, ils sont plus productifs. Et donc, rendons les gens heureux, comme ça, on va augmenter la productivité. Ce qui est pas, c'est vrai que c'est un peu comme ça, ce qui se passe en ce moment. Alors, et je parlais de santé mentale. Ben, la définition de la santé mentale de l'OMS, état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif, contribuer à la vie de la communauté. Donc, si c'était promotion de la santé mentale, ben, c'est promouvoir un travail productif. Donc, vous voyez comme, en fait, il peut y avoir des idéologies politiques derrière des actions de prévention et de promotion de la santé mentale. Bon, alors, c'était une très longue introduction, mais pour déconstruire, pour montrer à quel point les contours de cette problématique de la prévention des troubles psychiatriques, eh ben, ils sont compliqués. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Que dit la littérature ? Alors, regardons quelle est la pathologie psychiatrique la plus fréquente. C'est la dépression et plus généralement les troubles anxio-dépressifs. Comment prévenir la dépression ? Alors, il y a un livre qui a été écrit il y a une petite dizaine d'années, The Prevention of Anxiety and Depression, Theory, Research, Practice. Et donc là-dedans, il y a deux types de prévention, la prévention primaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, et un peu secondaire, et puis la prévention des rechutes. En fait, on se rend compte que dans la littérature, il n'y a que la prévention des rechutes et la gestion de la chronicité de la dépression. Alors là, les psychiatres, ils ont regardé, est-ce qu'il faut donner du lithium, du Dépakote, des antidépresseurs au long cours, des psychothérapies, de la mindfulness, etc., etc. Vous avez plein de papiers. Comment prévenir, ou vraiment prévenir, c'est-à-dire faire que les gens ne soient pas déprimés, eh bien là, la littérature est très maigre. Ce qui est complètement fou quand on connaît la prévalence vie entière d'une dépression. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Regardons les facteurs de risque de dépression. Être une femme. Et figurez-vous qu'en fait, on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi la prévalence de la dépression est 2 fois plus importante chez les femmes que chez les hommes. On ne sait pas si c'est parce que les femmes souffrent, parce qu'elles expriment mieux leurs émotions, ou parce que elles n'ont pas les mêmes hormones que les hommes. Et donc on ne sait pas. Alors vous me direz, c'est quand même, c'est pas les hormones. Ce qui est curieux, c'est que avant la puberté, les prévalences sont égales chez les filles et chez les garçons. C'est à partir de la puberté que ça change. Donc il doit sûrement y avoir un truc hormonal. Alors vous me direz, mais la prévention, si c'est hormonal, est-ce que toutes les contraceptions que 50% des femmes sont sous contraception orale. Eh bien, si c'est hormonal, la dépression, est-ce que toutes les contraceptions ont le même effet dépressogène ? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas si une pilule normodosée, microdosée, un progestatif, un stérilet, si ça a le même impact sur la prévalence de la dépression. C'est fou. Alors, et il y a très peu d'études là-dessus. Or, vu l'exposition à la contraception, c'est une question qu'il faudrait se poser pour prévenir les dépressions. Mais là aussi, vous savez, on rentre dans un truc qui est la question du genre. Dès qu'on est dans un truc très genré, alors on oublie parce qu'on considère qu'on doit prévenir tout le monde. Alors, être au chômage, alors là, ça c'est le rôle des politiques.
si prévenir la dépression, c'est le chômage, c'est prévenir le chômage, ok, d'ailleurs c'est vrai, mais le psychiatre, il ne peut pas grand-chose. Le support social, hein, dès qu'on est entouré, ça va mieux. Et là, on peut faire des choses, notamment la dépression du sujet âgé, qui est aussi un tabou. J'ai vu que vous aviez des journées sur la psychogériatrie, qui est un vrai sujet. Donc, on peut faire des choses pour prévenir la dépression du sujet âgé. Le revenu, donc la pauvreté, comme le chômage, c'est un facteur de risque de dépression. Mais alors, il y en a un que l'on oublie toujours et contre lequel on essaie désespérément de lutter. D'ailleurs, je ne sais pas si on fait tant que ça, c'est la violence intrafamiliale et la violence faite aux enfants, en particulier les violences sexuelles. C'est un facteur de risque majeur de dépression à l'âge adulte. Et là, tout le monde le sait. Alors, c'est mieux qu'avant, hein. Au moins, aujourd'hui, on peut en parler. Au moins, aujourd'hui, on accepte de considérer que c'est un problème. On accepte de considérer que ça n'arrive pas qu'ailleurs et que c'est pas si rare que ça, mais on s'arrête là pour l'instant. Mais là, il y a un vrai sujet de prévention. Donc ça, c'est la dépression. Alors, connexe à la dépression, il y a le suicide. Alors là, les Hauts-de-France sont très forts dans la prévention du suicide, ça a été dit, Vigilance, Papageno, etc., Guillaume Vévard, qui sont les stars de la prévention du suicide en France. Il y a ça, mais il y a des choses très simples. Par exemple, changer le packaging des plaquettes de paracétamol. Vous savez, une façon de se suicider, c'est de prendre du paracétamol. Eh bien, si au lieu qu'il y ait 28 comprimés dans chaque boîte, il n'y en a plus que 10, eh bien, en fait, ça réduit le taux de suicide. Et les Anglais ont montré comme ça qu'il y avait 75 morts en moins par suicide, rien qu'en changeant le packaging des plaquettes de paracétamol. De la même façon, si vous habillez les ponts, vous évitez que les gens se suicident. C'est débile, hein, mais ça marche. Ça marche. Donc la prévention, et le suicide c'est gravissime, s'il y a un truc qui est gravissime en psychiatrie, c'est le suicide, eh bien on peut prévenir le suicide en faisant des choses très simples. Mais ce n'est pas de la psychiatrie, on est bien d'accord. Diminuer le packaging des plaquettes de paracétamol, ce n'est pas de la psychiatrie, c'est vraiment une action collective de santé publique. Les addictions. Méga problème, tabac 80 000 morts par an, alcool 50 000 morts par an. Eh bien, les addictions, alors, il y a un facteur de risque connu aussi majeur des addictions, c'est la même. On retrouve violence infantile, maltraitance, abus sexuels, etc. Alors après, comment prévenir les addictions ? Il faut agir tôt, dès le début de l'exposition, c'est-à-dire collège et lycée. Hein. C'est là, et même école primaire, alors ils n'ont pas encore commencé, mais ils nous écoutent. Une fois qu'ils sont au collège et au lycée, ils nous écoutent moins, donc c'est plus compliqué. Mais il y a des travaux qui ont montré que l'amélioration de l'estime de soi des collégiens permet de diminuer l'exposition aux toxiques et les addictions. Pourquoi ? Parce qu'on apprend à dire non. Comme je me sens quelqu'un de bien, si un grand me dit « tiens, tu veux pas ça », etc., si je sens que je suis quelqu'un de bien et que je peux dire ce que j'ai envie de dire, alors je vais dire « non, écoute, c'est sympa, mais je n'en ai pas envie ». Donc on peut entraîner à faire ça. Le support parental, hein, expliquer aux parents finalement quels sont les toxiques auxquels sont confrontés les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut faire, pourquoi ils peuvent le faire, comment engager une relation avec eux, comment discuter à table, etc. On a montré que ces interventions-là permettaient de diminuer l'incidence des problèmes addictifs, mais ça aussi, ce n'est pas de la psychiatrie à proprement parler, ce n'est pas de la psychiatrie. L'anorexie. Alors, là, il y a un véritable enjeu. L'anorexie, c'est gravissime comme maladie, hein, et puis c'est très, très, très difficile à soigner. Donc, si on pouvait la prévenir, ça serait vraiment bien. On fait ça maintenant en consultation, puisque maintenant, comme l'anorexie passe à la télé beaucoup, hein, on sait les top modèles, la loi contre les top modèles trop maigres, etc. Donc, il y a une vulgarisation du problème anorexique. Et donc, nous avons en consultation maintenant des adolescentes qui commencent à maigrir un peu trop. Et là, on peut faire une prévention secondaire et dont j'ai l'impression qu'elle fonctionne. Mais c'est un vrai métier à apprendre puisqu'elles ne sont pas malades à proprement parler. On a le droit d'être maigre dans la vie. Vous voyez le truc, hein, on a le droit d'être maigre et elles ne sont pas encore trop maigres pour être considérées comme en danger.
Et donc, là, il y a une relation très particulière à avoir avec l'adolescent, comme je vous disais tout à l'heure, hein. Pas de morale, etc., juste rendre les gens libres de ce qu'ils veulent être. Et là, quelque chose. Alors, bien sûr, l'autisme et la schizophrénie, et je suis sûr que quand vous avez parlé de prévention des troubles psychiatriques, vous aviez beaucoup en tête schizophrénie et autisme. Parce qu'aujourd'hui, cette question se pose. En tout cas, les psychiatres se la posent. Alors, quelle est la position du problème? Très rapidement, eh bien, dans la schizophrénie, effectivement, il y a des études qui montrent que quand on prend en charge, à partir de soins, en particulier non pharmacologiques, des jeunes adolescents ou préadolescents qui sont soit à risque, c'est-à-dire qui vivent dans une famille où un des parents est schizophrène, ou qui ont déjà des premiers signes, alors on a effectivement moins de déclarations d'une schizophrénie avérée dans les années qui suivent. On commence à avoir assez de données pour dire que ça tient la route, ça. Et dans l'autisme, qu'est-ce qu'on a? On sait maintenant que des interventions précoces, donc du coup, alors précoce, ça veut dire 2-3 ans. C'est tout petit, donc à un âge où le diagnostic n'est pas complètement sûr, le plus souvent, quand on intervient de façon très intensive, très précocement, vraisemblablement, ça peut changer les trajectoires d'enfants. Or, la schizophrénie et l'autisme, c'est des pathologies gravissimes. Donc, si on pouvait faire qu'il y en ait moins, avant qu'elles se déclarent, l'enjeu est majeur. Alors, du coup, se pose la question du dépistage systématique. C'est ça la question. Et là, c'est là qu'on va se souvenir des débuts de cette présentation. Attention, c'est pas parce que des études ont montré qu'en prenant en charge des patients pour lesquels on avait une inquiétude a priori, que ces prises en charge sont efficaces sur des patients qu'on a dépistés alors qu'il n'y avait aucune inquiétude a priori, comme la thyroïde. Donc là, il y a un premier problème méthodologique. Le deuxième problème, c'est, franchement, alors moi j'ai entendu à la radio, à la télévision récemment des collègues psychiatres dire faut y aller, maintenant on a des données, en parlant des données dont je vous parlais, pour dire qu'il faut dépister les troubles psychiatriques sévères et comme ça on va améliorer la santé. Ça me faisait peur. Ça me faisait peur, et donc si moi, qui suis un professionnel de santé, ça me fait peur, j'imagine que dans la société, ça doit faire peur aussi. Pourquoi ça fait peur? Quand on entend des psychiatres qui disent que quelque part, ils vont s'occuper un peu de tout le monde, ça fait peur. Ça fait peur. C'est la question de la psychiatrisation de la société, qui est un truc ancien. Alors peut-être qu'on a tort d'avoir peur de la psychiatrie, mais c'est une réalité. Si on veut que les choses marchent, il ne faut pas le faire dans la peur. Alors en plus, la question qui se pose aussi, c'est la question de la marginalisation de la différence, dont je vous parlais tout à l'heure. Et d'ailleurs, là, il y a un vrai paradoxe dont il faut avoir conscience, c'est qu'en ce moment, on vit dans une société où il y a une glorification de la différence. Alors par exemple, dans l'autisme, c'est vraiment spectaculaire. Vous savez que de l'autisme dans les séries télé, il y en a partout. C'est même Sherlock Holmes, Bones, les experts à Las Vegas, Atypical. C'est quasiment une série sur deux où il y a un personnage d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est trouble du spectre autistique. Donc il y a une glorification de la différence, et ça ne me dérange pas du tout. En tant que psychiatre, nous, ça nous arrange. Mais de l'autre côté, il y a des tentations de normalisation des comportements. C'est-à-dire on vit dans un contexte où on souhaite une chose et son contraire. Et ça, je l'ai vécu au 4e plan autisme. C'était spectaculaire de voir, je m'occupais de la commission recherche. Donc il y avait des parents de patients, des psychiatres. Donc en général, vous savez, dans l'autisme, ça ne se passe pas super bien entre les pédopsychiatres et les associations de patients. Mais maintenant, il y a les autoreprésentants.
Et c'était très intéressant de voir que les tensions qu'il y a eu, en fait, étaient avant tout entre les autoreprésentants et les parents. Parce que par exemple, se pose la question des interruptions thérapeutiques de grossesse dans la prévention. C'est une forme de prévention. Donc si on a de la génétique, qu'on arrive à voir qu'un enfant va être autiste, on peut envisager de faire une interruption thérapeutique de grossesse. Et donc les autoreprésentants disaient, mais vous voulez nous tuer, vous voulez nous supprimer de la planète. Et les parents qui disaient, oui, mais nous quand même, on voudrait que nos enfants soient un peu moins autistes. Et les deux ont raison. Les deux ont raison. C'est très difficile, souvent, de vivre avec un enfant qui a une forme d'autisme sévère. Et de l'autre côté, les autoreprésentants, les sujets autistes, ont droit à vivre dans une société, ont droit à ce qu'on reconnaisse leurs différences. Donc là, il y a une tension qui est politique, hein, qui échappe à la psychiatrie, mais qu'il faut résoudre. Tension entre le fait qu'on a le droit d'être tous différents, mais on doit tous être pareils. Donc j'en arrive à ma conclusion. Moi, je vais revenir au fait qu'il y a deux types de prévention. Pour moi, au-delà de la nomenclature officielle, il y a une prévention qui relève d'une rencontre entre deux humains, souvent entre un soignant et un soigné. Et là, oui, bien sûr, on peut faire de la prévention des troubles psychiatriques, alors à condition qu'il y ait assez de soignants, hein. Mais s'il y en a assez, oui, moi je pense qu'il faut s'engager là-dedans. Et effectivement, accueillir un jeune, des parents sont inquiets, puisque la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les parents sont de plus en plus au courant et ont un regard de plus en plus affûté sur le fait que leur enfant peut-être va pas aussi bien que ce qu'ils espéraient, et voudraient consulter assez vite. Et donc nous recevons beaucoup plus qu'avant des patients sous-phénotypiques, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire c'est en dessous du seuil de la pathologie, dans l'hyperactivité de l'enfant, dans l'anorexie, dans l'autisme. C'est tous les jours, enfin, à chaque consultation, on a des cas comme ça. Et c'est très intéressant parce qu'on peut parler, on peut dire, ah ben, il bouge beaucoup, d'accord, mais est-ce que franchement c'est gênant? Oui, ces notes à l'école ne sont pas l'idéal. Oui, il y a des notes, il y a des appréciations désagréables dans le carnet. Mais franchement, est-ce que mon job, c'est de m'occuper de ça? Vous voyez, vous êtes chez un psychiatre. Moi, je suis obligé de vous dire que votre enfant, il n'a pas de problème. Puis l'enfant, il entend. Oui, votre enfant, il n'a pas de problème psychiatrique. Mais c'est vrai qu'il met le bazar. Donc, on va travailler là-dessus. Vous voyez, pas besoin de plusieurs consultations. Au moins une où on débriefe le problème. Et ils savent qu'on est là. Et si jamais ça se dégrade, ils peuvent revenir. Ils ont déjà un contact, on a un dossier. Et donc, ça ira beaucoup mieux. Donc, je pense qu'il y a un vrai coup à jouer là, dans la prévention, dans le cadre du colloque singulier médecin-malade, ou infirmier malade, etc. Hein. C'est pareil. Alors après, la prévention collective, la prévention de santé publique, et surtout la prévention primaire, eh bien, franchement, je pense qu'on n'a pas de données aujourd'hui pour se prononcer là-dessus, pour revenir à l'intitulé du topo. On n'a pas de données, et là je prends un exemple, certains collègues envisagent un dépistage systématique de l'hyperactivité avec déficit de l'attention chez les enfants à l'école primaire. J'ai vu des demandes d'argent pour faire ça. Et il y a des pays où on est en train de le faire. Vous avez un instrument, au-dessus de tel seuil, on considère qu'il y a une hyperactivité, on va les consulter et on va avoir un stimulant. Et donc on va... Or, la prévalence officielle de l'hyperactivité, c'est 5% de la population des enfants entre 8 et 15 ans. Donc, ça veut dire un enfant sur 20 sous psychostimulant en France. C'est déjà le cas aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, un garçon de 10 ans sur 10 est traité par stimulant. Alors, si les Américains le font, c'est peut-être bien. Et en général, quand ils le font, 15 ans après, on le fait. Donc, peut-être que c'est bien, mais peut-être que c'est pas bien. En tout cas, je pense que c'est plus un problème de psychiatrie, là. C'est que, comme je vous le disais, oui, il y a peut-être 5 à 10% des enfants qui bougent un peu trop et qui ont des problèmes d'attention. Mais ce n'est pas des problèmes de psychiatrie. Ça, moi, je peux le dire parce que je les vois. Et ce ne sont pas des patients, ce sont des enfants qui bougent un peu trop.
Alors, après, peut-être qu'il faut donner des médicaments aux enfants qui bougent un peu trop, mais ça n'est pas un choix psychiatrique. Ça n'est pas de la prévention de troubles psychiatriques. C'est un choix de société. Et là, moi, je renvoie à la société. Et je dis que j'en sais rien. Et je dis que, que de prescrire du méthylphénidate ou un autre stimulant, à long terme, ce n'est pas l'idéal pour l'appareil cardiovasculaire, etc. Alors, donc, d'un côté, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Vous voyez, c'est que, est-ce qu'on veut prévenir des troubles psychiatriques sévères comme la schizophrénie ou l'autisme? Est-ce qu'on veut prévenir tous les troubles psychiatriques? Est-ce qu'on veut prévenir des problèmes de santé mentale? Tout le monde ne parle pas de la même chose. Et donc, il faut qu'on soit clair. Et puis, en plus, on ne sait pas à quoi on va vraiment aboutir. C'est que, d'un côté, on va sûrement avoir moins de patients avérés. D'un autre côté, on va changer notre rapport à la marginalité. Eh bien, il faut y réfléchir. Et merci pour votre attention.